Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode de Sans titre, une nouvelle fois enregistré au Centre Pompidou. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'artiste photographe Philippe Durand. Bonne écoute. Donc tu es artiste photographe, tu commences par le cinéma expérimental, avant de poursuivre avec la photographie dans une approche post-documentaire, comme en témoignent les séries Choses modernes, Pollution ou encore les portraits de ville. Au tournant des années 2010, prenant acte des évolutions technologiques et des modes de diffusion, ta pratique photographique se métamorphose. Tu travailles avec des expositions multiples, des filtres de couleurs qui recomposent les prises de vue initiales. Ton œuvre s'incarne avec des procédés historiques comme le cyanotype ou le photogramme et explore également de nouveaux supports comme des galets de marbre ou l'impression en volume. Ton travail est exposé en France comme à l'international. Il est présent dans de multiples collections publiques telles que celle du Centre Pompidou, du Centre national des arts plastiques ou le musée d'Annecy. Tu es également dans plusieurs publications dont je cite la dernière en date, Chauvet, l'aventure intérieure par RVB Books. Tu es aujourd'hui représenté par la Galerie Binôme et j'ajoute enfin que tu es professeur à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon. Tout à fait. C'est juste. C'est juste. On va dire qu'il y a des extensions de la photographie à la sculpture ou l'installation, le film, mais la colonne vertébrale reste la photographie. Tout à fait. D'accord. Dans un premier temps, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur tes études et ta formation et savoir si ça a eu de l'importance dans ton parcours professionnel ? Alors, j'ai fait mes études aux Beaux-Arts de Lyon. Il y a eu des rencontres majeures aux Beaux-Arts avec certains enseignants. Je pense surtout à Patrick Reynaud, qui a été un de mes profs. Voilà. Il se trouve que j'enseigne aux Beaux-Arts de Lyon, mais il s'est passé une quinzaine d'années entre le moment où je suis sorti et le moment où j'ai commencé à enseigner. Finalement, pour la difficulté, c'est l'immédiat après école en fait, pour puisque beaucoup de jeunes artistes ont des formations de type Beaux-Arts. Voilà, quand on sort, comment on fait ? Il se trouve qu'à l'époque, il y avait assez peu de formations type le Fresnoy, la Risque Academy commençait tout juste. Il y avait un post-diplôme à Lyon déjà ou pas ? Non, c'est arrivé après, au milieu disons, un peu avant l'an 2000. Donc je suis sorti et puis j'ai navigué à vue en fait. Donc je continuais à faire des films Super 8 et parallèlement à ça, j'avais plusieurs activités alimentaires en fait, de photographe de commande. J'ai travaillé pour des artistes, j'ai fait des repros, mais aussi pour des architectes. J'ai travaillé dans le domaine du cinéma, sur les postes périphériques, on va dire. Et puis, au bout de 2-3 ans, là, j'ai senti un intérêt pour le travail. Donc, il y a une première exposition qui se passe 1994 à la Maison du Livre, de l'Image et du Son de Villeurbanne. Donc c'est la première vraie exposition avec un catalogue. Il y a quelques expositions collectives avant. Voilà, le démarrage se fait là. Après un parcours d'artiste, même de jeune artiste, c'est aussi une géographie, c'est-à-dire où est-ce qu'on est. Je suis arrivé assez tard à Paris. Disons une douzaine d'années après le diplôme. Donc je suis resté quelques années à Lyon après le diplôme, essayant de construire les choses sur place avec un nombre d'interlocuteurs assez limité, mais attentif.
Et vers 96, pour des raisons personnelles, je vais à Bruxelles. Et là, les choses commencent à s'accélérer, hein, parce que finalement, la question d'un écosystème de l'art, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment d'acteurs. Et je dois dire, j'étais assez surpris, ça s'est assez bien passé à Bruxelles. C'est le moment où j'ai commencé à travailler avec une galerie, avec la galerie Alice Day, Véronique de Belfroy. Et voilà. Ok. Qu'est-ce que j'ai quand t'es au Beaux-Arts, t'as déjà un peu connaissance du circuit, de ce qu'il faudrait faire pour faire vivre ton expression, ton œuvre, ou vraiment ça se découvre sur le tas, d'opportunités, en rencontre, ou alors il y a quand même un plan un peu qui s'est dessiné avec l'aide des Beaux-Arts et des personnes qui t'ont accompagné? Oui, c'est-à-dire, on est dans un autre temps, hein, parce qu'à partir de l'an 2000, il y a quand même cette financiarisation de l'art, hein, c'est-à-dire un développement global de l'art, multiplication des galeries et de l'intérêt du public. Là, on parle du début des années 90, où la question était assez confidentielle. Donc finalement, ce qui était important, c'est d'avoir quelques interlocuteurs de qualité qui m'ont soutenu, guidé. C'est qui? C'est quels gens, sans peut-être sans les nommer, mais ça peut être une galerie bruxelloise par exemple, mais c'est quoi? C'est des commissaires, c'est des directeurs de musées, des directrices? Oui, c'est ça. Donc un petit peu avant d'arriver à Bruxelles, je fais la rencontre avec Pascal Boss, qui est maintenant chargé des collections au CNAP, qui a été un soutien de très longue date, je dois dire, encore aujourd'hui. Oui, puis petit à petit, directeurs de FRAC, hein, qui sont des interlocuteurs très importants. Donc je commence à faire une exposition à Annemasse, pilotée par le FRAC. Donc les premières années à Lyon, plutôt institutionnelles. Et par contre, quand j'arrive à Bruxelles, il y a assez peu d'institutions, donc c'est plutôt des relais privés. Ça peut être avec Véronique de Belfroy, elle avait beaucoup développé les collections d'entreprises, mais aussi un rapport avec les collectionneurs privés, une scène, disons un fonctionnement de l'écosystème très différent de celui que j'avais connu, auquel je me suis adapté assez vite. Alors la photographie, le grand souci de la photographie, c'est finalement la question de la production, puisque ça coûte cher, il faut encadrer, il faut tirer. Donc il y a une sorte de mouvement double où on fonctionne en continu et arrive un projet d'exposition qui va permettre de faire éclore, disons, de rendre visible un projet. Sur cette question de la photographie, la question du livre est aussi centrale. Dans certains projets, le livre précède le projet d'une certaine manière. Donc j'ai toujours accordé beaucoup d'importance aux publications. Pas tant que ça les monographies, mais les publications par projet qui la plupart du temps, disons, j'essaye que ça soit une œuvre en tant que telle, la publication. D'accord. Et aujourd'hui, là, tu t'habites Paris. Oui. T'as un atelier, t'es où? T'es en banlieue, t'es dans le centre de Paris et tu travailles à Lyon. Ça se passe comment le rythme entre les deux? Ouais, c'est ça. Donc je vis dans le 20e à Paris. Une grosse partie du travail se fait à la maison. J'ai pris un atelier stockage à Saint-Ouen, à Mosaïque,
donc qui est un tiers-lieu. C'est tout à fait récent. Je l'ai pris au début du mois, qui va permettre de faire certains rendez-vous. Mais ce qui change, et effectivement, je vais à Lyon toutes les semaines, 2 jours par semaine, en début de semaine. Mais il y a un troisième élément qui se passe à partir de 2010, c'est que, disons, je poussais un peu les murs à Paris et j'achète une maison dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne, assez grande, qui permet... tu évoquais les cyanotypes. Il y a une partie de la production homemade qui est faite dans ce lieu. Donc ça a beaucoup changé. Et quand on parle aussi du changement des pratiques et des centres d'intérêt, cette street photographie jusqu'aux années 2010, c'est en fait un travail sur l'espace public. Hein. C'est ça qui m'intéressait avant tout. C'est l'espace partagé dans la ville, avec les interventions humaines, végétales, minérales. Et voilà, je me retrouve avec cette maison, d'abord avec beaucoup de travail à retaper. Et puis assez vite, j'installe une sorte de labo expérimental. Donc là, je peux, sur une partie du travail, reprendre la main sur la production. Par exemple, il y a un ensemble de cyanotypes là, qui est montré en ce moment à la Fondation Serralves à Porto, que j'ai produit moi-même. Et il faut voir que voilà une grande photo de format muséal, disons de 100 par 150, le photo plus encadrement coûte très cher, c'est 1500, 2000 euros. Donc il n'y a pas beaucoup de cartouches. Je dois dire aussi que j'ai certaines aides de collectionneurs. Ça m'arrive, même sur l'exposition récente de la galerie. Par exemple, sur les dedans, là, les tirages couleurs, on a produit 5 tirages avec encadrement tout bien. Et j'en fais 6. Et le 6e va au collectionneur qui m'a soutenu. D'accord. Ça, c'est une pratique qui s'est mise en place tôt dans ta carrière ou c'est tout récent ? Oui, j'ai commencé à le faire dans les années 2000. À l'époque, en 2000, j'avais plusieurs galeries. J'avais commencé à travailler avec Van der Grinten Galerie, qui sont à Cologne, en Allemagne. Et donc, on avait un projet d'exposition sous les galeries, la production... ça les intéresse pas. Oui. Enfin, c'est des économies fragiles aussi, les galeries. Hein. Et donc, à l'époque, là, j'avais fait une résidence en 2000 à la Villa Arson, et j'avais produit une structure gonflable, un ruisseau gonflable. Voilà, cette représentation de l'eau par l'air. Juste une photographie cousue avec les flancs transparents. Et donc, sur le projet à la galerie Van der Grinten, on avait envisagé 3 ruisseaux. Et c'est là où j'ai appelé, c'était d'autres collectionneurs à l'époque, mais j'avais fait le même principe. Produire 4 ruisseaux pour en garder 3. C'est-à-dire, c'est une opération blanche, il n'y a pas de question de pourcentage. Par contre, ça ne fait pas rentrer d'argent pour l'artiste, mais ça permet à la production d'émerger. La production de se faire et de pas être toi. Parce que tu as longtemps autoproduit à tes débuts, c'est-à-dire que j'imagine forcément, comme tu dis, il y a des opportunités d'exposition et d'autres qui font émerger des photographies en cours, des séries en cours, etc., des travaux. Et là, c'est l'occasion de produire pour effectivement accrocher. J'imagine qu'au début, t'as dû y être beaucoup de ta pomme. Oui, complètement. Ouais. Quand j'étais à Lyon, ça a disparu, hein, mais il y avait ces chaînes photostations de photographie amateur. Parce que
comment dire, il y avait ce rythme au quotidien, enfin de développement, de pellicules régulièrement. Et ensuite, les productions de pièces. Mais je travaillais avec des productions amateurs. Hein, et puis, la professionnalisation a commencé à Bruxelles. Là, on m'a dit, bon, bah, va voir tel labo, là, tu vas voir. Et là, je me suis rendu compte... Donc, j'ai commencé un peu en pirate, en fait, de manière empirique. Les Super 8, c'est pareil. Le coût, à l'époque, était assez raisonnable. Hein. 3 minutes, développement compris, c'était tout à fait accessible. Donc, pour commencer, il faut mettre des pièces dans la machine, hein, ça, c'est sûr. Et à ce moment-là, tu as encore d'autres travaux de commande, etc. Oui, oui. Bah, c'est-à-dire, c'est de trouver une sorte d'équilibre entre travail alimentaire et travail personnel. J'ai beaucoup appris. 98, là, je suis resté quelques mois à Los Angeles. Et j'ai vu comment fonctionnaient les artistes, qui la plupart avaient une activité alimentaire, en fait. Il y en a un qui était spécialiste en pierre avec les Indiens Navarro, un autre qui faisait de la restauration. Puis quand ça a commencé à marcher bien, ben voilà, donc je me suis calé sur ces fonctionnements-là que j'ai abandonné. À partir de Bruxelles, j'en fais beaucoup moins. C'est-à-dire, j'arrive à Bruxelles aussi. N'étant pas identifié comme photographe, disons, de faire des commandes, mais je pense qu'aujourd'hui, les étudiants à l'étranger, en Allemagne, en Suisse, sont très pragmatiques par rapport à cette notion de commande. On voit... même dans les séries de mode, on voit Mohamed Bourouissa. Il y a des grands noms qui font des séries de mode. D'ailleurs, c'est pas dit que j'en fasse pas, ça m'intéresserait. Voilà, trouver une économie de l'art, absolument, c'est... Mais justement, aujourd'hui, ça ressemble à quoi pour toi ? Ton économie, enfin ton équilibre financier, tu le trouves comment ? Ta pratique se paye à 100% toute seule. Les deux communiquent entre ton travail de prof et ton travail artistique. Enfin, les deux, c'est un travail artistique dans les deux cas, mais est-ce qu'il y a une porosité entre les deux ? Je pense que si on le lisse... mon travail d'enseignant représente 50%, la moitié de ce que je gagne et ce que je dépense. Donc, ok. Mais je repense... finalement, il y a un petit maillon qui manque aussi sur la scène artistique. Il est apparu, disparu. C'est cette notion de producteur d'œuvres qu'on a vu à certains moments, mais là, depuis une dizaine d'années, un peu moins. Dans l'art numérique, un peu plus, non ? Sans doute. On a eu justement Aymar la dernière fois qui raconte un petit peu ça quand même, qu'elle se met à produire un peu, enfin pour ce qu'elle est en train de faire. J'ai peur de restituer mal ou de dire un truc qu'elle m'a dit, mais que justement il y a. Puis je vais pas parler de Justine, mais en tout cas en art numérique, il y a des gens qui font plutôt de la production. Il y a des gens qui c'est pas vraiment des galeristes, c'est pas vraiment des commissaires. Mais c'est très bien, c'est très bien. Et parce que ça coûte hyper cher aussi. On est plus dans l'art du spectacle presque, mais. Oui, complètement. C'est vrai que Justine, elle jongle avec ces deux milieux. Voilà, mais moi, encore une fois, je me plains pas parce que jusqu'à cette dernière exposition, j'arrive à résoudre les questions de production
en externe, parce que c'est une économie casino. Hein. On connaît plusieurs artistes avec des grosses galeries qui vont produire une expo, ça marche pas trop, une deuxième, et puis la carte de crédit commence à plus fonctionner. Donc voilà, c'est déjà l'intérêt avec l'art numérique, c'est qu'il n'y a pas trop de problèmes de stockage. Hein. Ça, parce que c'est encore une autre question, la question du stockage. Mais d'ailleurs, parce que tout à l'heure tu disais, depuis le début du mois, j'ai un endroit où stocker, et en plus je vais pouvoir faire des rendez-vous là-bas. Est-ce que tu peux nous en parler de ça, du fait que en fait, si tu dis que tu peux faire des rendez-vous là-bas, ça veut dire que peut-être que faire des rendez-vous chez toi, c'est un peu chiant, ou ça s'y prête moins. Enfin, est-ce que tu as quelque chose à raconter là-dessus? Ouais, non, je suis quand même bien installé. Les rendez-vous chez moi, je les ai longtemps pratiqués. Il y a aussi eu des rendez-vous en Auvergne. Tout ça est démultiplié aussi pour les stockages, parce que j'ai un stockage à Saint-Ouen, mais j'ai aussi un box en Auvergne, et il y en a qui est stocké dans la maison en Auvergne. Ne reste à Saint-Ouen que ce qui est vraiment, vraiment susceptible de bouger. Voilà. Mais le stockage dès la sortie de l'école, c'est terrible, hein, parce que je vois les jeunes étudiantes et étudiants qui notamment les sculpteurs, hein, qui commencent à squatter les résidences secondaires pour stocker tout ça. Donc voilà, je vois aussi des nouvelles pratiques chez les jeunes, une sorte d'écologie de production où les matériaux font partie de l'œuvre, et à la fin de l'exposition, la plupart des matériaux ne sont pas conservés. Mais ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai une production très classique. En fait, moi, je me demandais si c'était... la question que j'avais, c'était plus, est-ce que tu crois que faire un rendez-vous chez toi avec des collectionneurs ou des galeristes répond vraiment à ce que ces gens-là attendent d'une visite d'atelier, d'une studio visite, tu vois, d'une visite d'atelier? Est-ce que justement que tu les invites dans ton bureau ou dans ton chez-toi enlève pas un petit peu du mystère que l'artiste pourrait avoir justement en invitant les gens dans un atelier sale et bordélique, tu vois? Après, si t'as rien à dire là-dessus, mais c'était dans ce sens-là que je posais la question. C'est une question importante. Je sais qu'il y a certains critiques institutionnels qui sont pas fans des visites à la maison, disons. Hein, après, il y a maison et maison. Alors, c'est sans doute la volonté d'avoir un lieu un peu plus neutre, effectivement. Et en même temps, dans les années 2000, il y avait un artiste dont on était vraiment fan. C'est Gianni Motti. Gianni Motti, donc, qui est suisse-italien, je pense, qui a fait beaucoup d'œuvres. Lui, c'était assez révolutionnaire parce qu'il pensait d'abord qu'une œuvre ne devait rien coûter. Il travaillait vraiment sur le réel. Par exemple, il y avait des idées au kilomètre, une compilation de musiciens du métro. Notamment, il achète des photographies, c'est pendant la guerre de Yougoslavie 95-96, qui ne sont pas spectaculaires, où il y a juste des petits filets de fumée sur le paysage. Et il fait retoucher, il y a un peu plus que les filets de fumée, au final, c'est ça. Il fait retoucher l'image, c'est le printemps, les arbres sont en fleurs, on a l'impression qu'il y a des feux, disons, de déchets végétaux, alors que ce sont des images de guerre. Donc, il travaille avec ce type de matériaux. Voilà, tout ça pour dire que Gianni avait deux choses importantes pour lui. C'est la pièce doit coûter 0, donc il s'arrangeait toujours pour ça. Et la question de l'atelier, c'est un gros dossier, la question de l'atelier, parce que
je me rappelle, il a murmuré ça dans une conférence en disant je préférerais être en tôle qu'avoir un atelier, ce qui est quand même une phrase étonnante et qui renvoie à l'atelier comme fake en fait, comme lieu de simulation. Je vous accueille, il y a des choses en route, etc. C'est d'ailleurs un peu ce que finalement en Auvergne, c'est une maison atelier, hein, c'est-à-dire je peux lancer une machine à laver et puis ensuite aller faire un tirage. Cette non-séparation, le fait de se dire qu'on va pas au travail, on y est quoi. Donc ouais, j'ai une position assez ambivalente sur l'atelier. Je crois que j'aime bien travailler à la maison, mais voilà, là j'essaye de changer de rythme. J'en ai eu des ateliers bien sûr. Est-ce que tu peux nous raconter comment apparaît un sujet de travail pour toi ? Comment tu arrives dans le thème que tu décides d'aborder et comment tu arrives dans ce thème-là et est-ce que tu as une méthodologie pour l'aborder ? Est-ce que tu as une sorte de protocole que tu fais à chaque fois, le même ? Alors, si on rembobine, ouais, vers 2014-2015, là, j'avais vraiment cette volonté de travailler sur la vallée des Merveilles, dans le parc du Mercantour, au nord de Nice. Je fantasmais ce lieu comme une sorte de musée à ciel ouvert, où sans artistes, sans collectionneurs, sans gardiens, avec des milliers de gravures en fait. Ancienne vallée glaciaire, hein, le glacier a raboté les parois, c'est pour ça qu'ils avaient ces parois toutes lisses. Et au moment du Drias récent, le glacier fond, quoi, il y a 10 000 ans. Ouais, ça faisait longtemps que je voulais travailler là-dessus et j'y arrive, 2014-2015. Et là, je refais des structures gonflables, je fais des gravures rupestres gonflables. C'est cette dimension Là, c'était vraiment une dimension d'art total. Gravures rupestres gonflables sur lesquelles on peut s'asseoir, voir les Super 8 qui filment les gravures avec juste le vent dans les brins d'herbe et une grande image du chaos rocheux qui finalement est la structure d'exposition. Alors voilà, sur les sujets, c'est-à-dire il y a des sujets, on n'en sort pas indemne. Et la question de la préhistoire m'a vraiment fait vriller. Après ce projet où on fait un chouette livre avec l'éditeur Gwynzogal en Bretagne, puisque c'était une coproduction FRAC Bretagne et Centre d'Art de Sète. Il y a ce fameux concours, je crois que vous avez invité Raphaël Dalla Porta dans un épisode précédent, puisque nous sommes les deux seuls à avoir gagné ce concours qui est maintenant supprimé, parce qu'il y a une concurrence entre scientifiques et artistes pour entrer dans la grotte Chauvet. Donc j'ai eu la chance en 2018 d'être le second et dernier, j'espère que non, à travailler sur la grotte. Donc là, ça a été une claque encore beaucoup plus grosse que la Vallée des Merveilles. La Vallée des Merveilles est solaire. On est à 2500 mètres d'altitude, beaucoup d'ultraviolets, plus d'arbres, formidable. Et là, c'est tout l'inverse. On est dans le noir total, on allume la frontale. Alors, finalement, les centres d'intérêt sont liés, en fait. C'est-à-dire la volonté de rembobiner une certaine histoire de l'art. Puisque finalement, dans cette période contemporaine, qui, on va dire, démarre au 19e siècle, c'est l'art pour l'art. L'invention du musée. Mais alors, comment ça se passait avant ? Donc avant, Benjamin parle, parce que finalement, l'Église avait besoin d'images pour représenter l'enfer, le purgatoire,
Voilà. Et si on rebobine encore un peu plus, voilà, on est dans une chose qui résiste finalement à notre interprétation, parce que ça renvoie à la peinture, mais ça renvoie au cinéma aussi, à travers le relief, les dessins sur les parois. Quelle était l'énergie vitale de ces individus qui ont fait ces dessins, quelle était leur fonction. Voilà, ça c'est vraiment des choses qui m'ont beaucoup questionné et qui ont même contaminé ma production. Parce que par exemple, dans l'exposition qui a lieu en ce moment, jusqu'au 12 avril, à la galerie Binôme, il y a ce que j'appelle les grilles, hein, ce sont des galets de marbre sur lesquels j'ai enduit une émulsion photographique. Il n'y a plus d'image, c'est juste une grille en métal et la lumière qui va travailler cette grille en métal et donc générer une anamorphose sur la surface du galet. Tout ça est directement issu de l'expérience de Chauvet, de la non-planéité de l'image et du fait de se servir du relief pour amorcer un dessin. Une échine d'animal, on va dessiner le visage. Donc ça fait une sorte d'objet réflexif que j'ai décidé de vendre au poids pour un peu décontracter le rapport à l'art, hein, finalement, comme les légumes, comme la viande. Il y a un prix au kilo. Voilà, je me questionne beaucoup. Sans doute, c'est des questionnements métaphysiques aussi, hein, parce que l'exposition s'appelle Percevoir. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la phénoménologie de la personne qui est face à l'œuvre. Et ça fait quand même assez longtemps que je travaille ça, c'est-à-dire... justement, il n'est pas nécessaire d'avoir cette culture du musée pour être face à ces œuvres. Je repense à cette phrase de ce fameux travail de Bourdieu en 72 sur les musées européens, où il arrive à la conclusion que le musée sert à différencier les personnes qui y vont de celles qui n'y vont pas. Donc quand on lit ta bio et quand on voit ton CV, on voit que t'as fait Image 3.0, t'as fait plein de, on va dire, de gros, c'est pas si c'est des résidences, en tout cas t'as eu des gros concours. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe? Est-ce que tu fais des dossiers, des demandes de bourse? Comment tu les choisis? Est-ce que t'en réussis un de temps en temps, mais t'en fais une dose incroyable? Est-ce que tu te fais aider pour les faire? Ou est-ce que tu les fais tout seul? Et comment ça se passe? Parce que par exemple, tu parlais de Pascal Bose qui était un soutien dans ton travail. En fait, du coup, comment ça se passe? Comment ça se passe? Dans le concret. Dans le concret. Pour quitter Bourdieu. Oui. Alors, il y a plusieurs niveaux de se faire aider. Le premier niveau, puisqu'on parle des dossiers, des concours, j'ai tendance à faire ça tout seul, en fait. Tu le fais tout seul? Ouais. Homemade. Mais par contre, le fait que je sois enseignant, il y a quand même un prolongement du travail qui est assez important, mais qui est tourné vers la production. Et c'est-à-dire, la grotte, j'étais accompagné de Anaëlle Vanel, qui est une artiste qui à l'époque venait de finir ses études. Mais il y a au moins une quinzaine d'ex-étudiants avec qui j'ai travaillé sur des petits projets, sur des parties comme ça. Je mets un point d'honneur à les payer correctement et il y a une transmission qui se passe à ce moment-là, bien sûr. Est-ce que ça t'apporte quelque chose au-delà de justement d'avoir une main-d'œuvre très peu chère et exploitée? Est-ce que le regard des étudiants sur ton travail, il nourrit le travail également? Oui, mais
il faut déjà qu'il y ait une confiance qui s'installe pour avoir le regard des étudiants. Bon, dans un premier temps, c'est affinité élective. Je sens qu'on a une sorte de, disons, culturellement, des choses à partager. Il n'y a pas de surprise. Et sans doute aussi sur les médiums, où je me dis, ouais, là, ça peut faire avancer. Oui, souvent, oui, si je suis honnête, souvent, le regard des étudiants m'a aidé, m'a fait avancer, m'a remis en question, absolument. Ouais. Mais ça répond pas à la question du est-ce que tu ratisses large sur les dossiers ou est-ce qu'au contraire tu cibles comment ça se passe? Quel est ton taux de réussite de dossier? Est-ce qu'on est sur du 90% de réussite, du 100% ou sur du 10%? Alors déjà, il y a plusieurs types de dossiers parce que disons qu'il y a les dossiers résidence, il y a les dossiers acquisition auprès des structures institutionnelles, qui peuvent être les FRAC, les musées. Quand je fais une proposition d'acquisition, je le fais vraiment du mieux, en bonne intelligence avec la galerie, bien sûr. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans avec la galerie Laurent Godin. La collaboration avec la galerie Binôme est tout à fait récente. Il y a aussi des dossiers qu'on peut faire pour des postes d'enseignement, puisque voilà. Sur ce qui est des les résidences, j'ai pas toujours, pour être tout à fait honnête, j'ai pas toujours fait des dossiers pour les résidences. Il y a aussi des propositions spontanées qui viennent. On a tel projet, voilà. Mais tu parlais de Image 3.0. Là, oui, j'ai fait un dossier du mieux que j'ai pu, qui a abouti avec le taux de réussite était plus important puisqu'on était, je crois, une quinzaine à être sélectionnés, contrairement à la Grotte Chauvet où il y avait un seul, et je crois qu'il y avait 500 dossiers. Alors, il y a un nouveau mode opératoire maintenant pour les dossiers, c'est-à-dire ils ferment les dossiers quand ils en ont reçu 250, par exemple. Je me suis fait piéger avec ça. Là. La DAGP fait ça, effectivement. Ouais. Oui. Et pas seulement. Là, j'ai candidaté pour, disons, un projet en Suisse. Et c'était marqué clairement, dès qu'on a 250 dossiers, on ferme tout. Donc, il n'y a plus de deadline, là. Et c'est pas très serein de travailler de cette manière-là. C'est une sorte de course de vitesse. Mais oui, le taux de réussite, j'aurais pas estimé, mais je sais que vous avez 1 sur 4, 1 sur 5 dans le meilleur des cas. Tu dirais que c'est un passage obligé un peu, ce genre d'exercice-là, pour faire avancer ton boulot? Enfin, le tien, le travail en général. Ça l'a été. Je suis un peu moins à faire des dossiers. Faut vraiment qu'il y ait un truc qui m'intéresse pour que je fasse un dossier. Mais je veux dire, plus généralement, ton ressenti là-dessus, c'est que ça fait partie des passages obligés dans la carrière d'un artiste. Pour un jeune artiste. Pour accéder à une résidence, pour accéder à une opportunité d'exposition, de projet ou autre. Oui. Pour les jeunes artistes, c'est une grande partie de leur activité, faire du dossier. Et il faut en faire beaucoup. D'ailleurs, il y a certaines écoles où on les forme à ça. L'école en Suisse est beaucoup plus pragmatique. Et ils éclusent les annonces en France, en Navarre et partout ailleurs. Et d'ailleurs, on les voit arriver aussi, les jeunes photographes, les artistes suisses qui ont fait l'école. C'est pas aussi, c'est beaucoup moins sexe, drogue et rock'n'roll que les artistes qui arrivent des Beaux-Arts de Paris ou des Beaux-Arts de Lyon. Ils sont un petit peu plus, un petit peu plus, sérieux, peut-être, je sais pas. Non, mais en tout cas, moi, je les sens plus sérieux et plus pragmatiques. Ouais. Complètement. Si c'est le moment de dénoncer, moi, c'est les dossiers qui se terminent à midi.
Ok. Je trouve que c'est insupportable. Un dossier qui se termine à midi, je trouve que c'est absolument intolérable. Quand c'est le 27 à midi, ça n'a pas de sens. C'est vrai. C'est minuit, voilà. Ouais, c'est minuit. C'est minuit, merde. Au revoir. Et avant, c'était le cachet de la poste. Moi, j'ai connu la génération où on amenait les dossiers à la poste du Louvre pour avoir Ah oui, c'est vrai, le la poste tampon du jour. Ouais. La poste qui restait ouverte 24 heures sur 24. Moi, j'aimerais savoir. En fait, ça va passer très vite, je pense, là. Et je me permets une pause pour demander à Cyril s'il est là. Il est là, Cyril, ou pas? Cyril, il y a moyen que tu ailles chercher dans 10 minutes Séverine, s'il te plaît. Voilà. Ça va passer vite. Il y a, du coup, est-ce que l'accrochage fait partie de ton travail? Ah oui, très important. C'est important. Construire l'accrochage, les plans, ou même accrocher. Ouais, sur les gros projets, modélisation, tout à fait. Bon, là maintenant, j'ai mon fils qui a un très bon niveau de Blender, ce genre de logiciel. qui fait les previews. Voilà. Ouais. Et, comment s'appelle ce petit logiciel? SketchUp. Ouais, SketchUp. J'ai fait beaucoup de projets sur SketchUp. Et quelquefois à l'ancienne avec juste du papier, mais ouais, je suis pas un photographe au kilomètre. C'est vrai que je travaille la mise en espace, la spatialisation pour moi est très importante. Elle fait partie intégrante du travail, ouais. Oui. Et c'est un moment qui se partage facilement avec les régisseurs, régisseuses ou avec les galeristes et les commissaires, enfin, c'est-à-dire avec tous les gens aussi qui font partie du lieu dans lequel va avoir lieu cette exposition, ou c'est quelque chose que tu réserves de manière plus solitaire? Oui, ça se partage, c'est-à-dire ça se partage en amont avec les conservateurs ou directeurs des centres d'art sur où on va aller, et ensuite de manière concrète avec les régisseurs. Et les deux moments sont assez chouettes. Et moi, j'ajouterais une question connaissant bien la galerie Binôme également. Valérie, elle aime bien mélanger plusieurs séries dans son espace, qui est pas un espace simple. Non. C'est quand même une petite galerie, c'est une très, très chouette galerie, mais ça reste un petit lieu. Comment ça se passe pour toi, là, cette exposition-là, par exemple? Ouais, j'ai passé un an et demi sans galerie. On a topé avec Valérie l'été dernier. M'a dit, bon, on fait une expo sur 2025. Voilà, tout ça avance. Elle avait le souhait d'une expo rétrospective. Bon, moi, ça fait longtemps que je suis jeune. Donc, mais voilà, ça a été... j'ai bien aimé le dialogue avec Valérie, qui est très intuitive. Donc, on a mélangé 3 ou 4 ensembles. Donc, il y avait les choses en volume, les galets, la 3D plate, là, la 2.5D que j'ai fait avec le laboratoire expérimental de Ricoh au Japon. Ça, c'est des chouettes collaborations pour revenir sur ces questions de méthodologie de production. J'ai d'assez bons... en général, on est assez bien accueillis dans l'industrie parce qu'on leur amène un peu de fantaisie comme ça. Bon, ceci dit, Ricoh, c'est eux qui sont venus nous chercher. Ils sont venus à Paris, ils ont fait des visites. Mais c'était assez formidable de travailler avec eux. À part que, voilà, c'était tout en japonais. Il fallait une traductrice en permanence. Et justement, tout l'intérêt là de la série qui est chez Binôme, c'est en 2 mots. Donc la série s'appelle Gour de Tazna. Donc un gour, c'est un lac volcanique, donc à côté de la maison que j'ai en Auvergne. Évidemment, donc explosion, puis le lac se crée.
Et puis, il y a certains éléments de basalte ou de pouzzolane qui restent en place, qui flottent, entre guillemets, qui dépassent de l'eau. Donc, au niveau de la traduction, voilà, c'est tout ce qui dépasse de l'eau, on le met en relief. Fin de la discussion. Voilà, mais ils ont été vraiment formidables dans la précision. Voilà, c'était aussi un échange culturel. C'était en plein Covid. Mais oui, travailler avec l'industrie, là, pour les gonflables, j'ai travaillé à Manchester. Pareil, ils avaient beaucoup travaillé avec des peintres. Ils ont toute une équipe de peintres fabuleux sur la bâche vinyle, mais ils n'avaient jamais vraiment travaillé avec des bâches imprimées. Et ils l'ont fait. Et toi, ça te fait kiffer de bosser justement, d'arriver sur une méthodologie, puis de changer un peu les choses, enfin de bosser dans ce genre de truc un peu inconnu. Ça te plaît ou Oui, ça me plaît. Ouais. Ça me plaît. C'est aussi cette question de hyper-photographie, quoi, une sorte de photographie plus. Et là, pour ça, tu es obligé d'aller chercher. Voilà, donc comme tu as vu l'expo, tu vois, il y a des petits tirages lenticulaires, il y a les 2.5D, il y a les impressions sur galet. Alors quelquefois c'est moi qui fais les techniques quand elles sont assez simples. Hein. Je suis pas un très fort technicien, mais je maîtrise certains trucs. Et le titre, c'est percevoir. Donc ces technologies justement qui remettent en question, qui piègent notre œil, m'intéressent et me passionnent. Tu dis que tu as passé un an sans galerie. Tu veux nous raconter ça ou c'est indiscret et le changement de galerie c'est quelque chose Ouais, c'est la première chose, gérer le stock. Louer un camion, louer des box. Là, tu parles de quand la rupture est consommée. Ouais, c'est ça. Ça devient le concret de la rupture, c'est de louer un camion. Et... Ok. Mais avec Laurent, on a travaillé 20 ans ensemble. J'ai fait de nombreuses expositions et souvent les expositions en galerie, même la plupart du temps, se nourrissent de la production dans des centres d'art. C'est-à-dire, on fait une expo dans le centre d'art et ensuite on montre à la galerie. Et après, chaque galerie a des fonctionnements différents. Avec Laurent, c'était carrément un musée, quoi. Il y avait des réserves magnifiques de tous les artistes. Donc voilà, une année sans galerie, ça commence avec ça. Et j'ai pas encore tout à fait géré ça. Le bon côté d'une année en galerie, c'est que quand on vend des pièces, on a 100%. Hein. Ça, c'est une réalité aussi. Et je pense sur les jeunes générations, je veux dire même certains arrivent à un niveau très haut sans forcément avoir la galerie. La galerie n'a plus ce même caractère obligatoire qu'elle a pu avoir. D'ailleurs, Justine, même jusqu'à un temps assez récent, Julien Creuset, qui a fait le pavillon français à Venise, avait une petite galerie à Chicago ou comme ça, mais il s'est construit, il a construit les choses tout seul. Je pense que, je sais pas, je pense que les choses vont encore évoluer sur les... Toi, tu vends bien sans galerie ? Oh, c'est dans la synergie de tout le temps que j'avais passé avec la galerie précédente, parce que vendre sans galerie, ça veut dire y aller, quoi. Ouais. C'est, allô, monsieur, madame, il faut passer... un petit biscuit, tout ça. Je suis plus à l'aise. Non, il y a un truc chouette. Mais j'aime beaucoup la galerie de Valérie. En fait,
Alors, tu disais petite galerie, voilà, petite par la taille, parce que je suis passé de chez Laurent, où il y avait 500 mètres carrés de surface d'exposition, tu vois, à quelque chose de beaucoup plus... D'ailleurs, on l'appelait la Kunsthalle Godin, quoi. C'était tellement grand. Pour moi, ça reste très important, la galerie. Ouais. C'est avec les galeries à Bruxelles, etc., que ta pratique artistique a pris un autre tournant, en fait. Tout à fait. Donc, elles t'ont accompagné. C'est elles qui ont été un vrai accélérateur, j'imagine, de rencontres, de réseaux, d'opportunités, etc., pour faire que ton œuvre ait une incarnation matérielle et financière. Oui, c'est sûr. Véronique de Belfroy a vraiment... elle a fait le job à l'époque. Et à la même période, j'avais aussi une galerie à Paris, le 779, avec qui j'ai fait plusieurs livres, qui était Galerie Éditeur. C'est encore un autre format. Et du coup, moi, j'avais envie de rebondir sur cette phase sans galerie où tu dis, bon, bah, du coup, si on est tout seul, faut y aller, faut aller prendre le thé chez les collectionneurs, etc. Cette phase réseautage, c'est quelque chose qui prend de la place dans ton agenda, que tu investis beaucoup, ou au contraire, là aussi, dont tu te tiens plutôt à distance, d'être présent au vernissage, de serrer les bonnes mains, de relancer les bons contacts, d'avoir une newsletter, et ainsi de suite. C'est quelque chose de nécessaire, j'imagine, mais... Ouais, comment tu en parlerais un peu? Ça évolue dans le temps, on va dire. Là, je me tiens un peu à distance, pour être tout à fait honnête. Je réponds très volontiers aux demandes, mais je vais avec plaisir au vernissage quand ça m'est possible et auquel je suis convié. Un petit Instagram de croisière pour les infos. Et puis, et voilà, là, depuis quelque temps, newsletter. Ouais. Tout simplement pour informer, des projets. Mmh. Ok. Pas de studio manager, de community manager, etc., qui s'occupe de... Mais est-ce que c'est quelque chose, à ton avis, qui est hyper important, ou au contraire, c'est un peu... on a le droit de s'en foutre un peu aussi de ça et de... Ou est-ce qu'il y a vraiment un enjeu presque obligatoire si on veut en vivre? Enfin, c'est ça. Je sais pas, justement l'atelier à Saint-Ouen, qui encore une fois, ça fait seulement une dizaine de jours que je l'ai pris, peut permettre des collaborations, des articulations que je ne fais pas actuellement. Mais après, oui, il y a écoute, peut-être qu'un studio manager, c'est bien pour un artiste. Je voudrais pas... une journée par semaine suffit. Voilà, en fait, tout est lié par le modèle économique. Il faut que je le développe suffisamment pour... mais si je pouvais, oui, je le ferais. Oui, d'accord. Ouais. Ok, parce qu'on a eu effectivement, c'est toujours l'exemple, mais Olivier Masmonteil, quand il est venu, quand il est venu ici, il est venu avec sa CM qui était là pour faire des stories. Ils ont accompagné. Pardon, nous on était super contents. Ils ont accompagné ensuite la sortie de l'épisode sur les réseaux, en relayant toutes les vidéos, en accompagnant vraiment, et avec ce contenu-là justement pour que ça bouge, quoi, et ça rentre complètement dans son modèle économique. Que lui, il vend sur Instagram.
je caricature un peu, mais non, bien sûr. et voilà, et c'est comme ça que ça marche. En tout cas, c'est un champ qu'il a complètement embrassé. Il s'est dit à un moment, ok, maintenant c'est ça, ça fait partie des nouveaux canaux. C'est à prendre au sérieux, au même titre que des galeries, etc. Enfin, c'est tout un champ dans une carrière artistique qui doit être travaillé. C'est ça, c'est son analyse. C'est son analyse et c'est ce qu'il fait. Mais c'est absolument pas la seule. Et c'est surtout ça ma question, quoi. Est-ce que ça semble être un passage obligé sous ce genre de bidule ou est-ce que tu penses qu'en 2025 encore, on peut s'en affranchir et que des jeunes créateurs, créatrices puissent se dire, ouais, il y a d'autres circuits, il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres. Ouais, il y a une présence calme. J'ai un site qui est pas trop mal fait. Je l'ai envisagé comme une sorte de monographie en ligne, en fait. Il est à jour. Je passais un moment dessus. Ouais. Donc ça, voilà, c'est une sorte de rocher comme ça. Mais non, moi je suis d'une ancienne génération, mais il n'empêche la question community manager. En plus, il y a plein de personnes formidables. Mais voilà, c'est quelque chose que j'envisage d'autant plus sérieusement que justement il y a Saint-Ouen. Il faut un lieu neutre pour ces pratiques. Parce que finalement, voilà, il y a ces ateliers logements. Oui. On arrive à la fin de l'entretien. Dernière question, peut-être, est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner, tout simplement, à des gens qui commencent ou qui commencent pas, qui sont là, et pour qui c'est difficile. Déjà, est-ce que c'est difficile ça a été difficile pour toi? Est-ce que ça l'est encore de temps en temps? Ça a pas été facile. C'était avant cette financiarisation de l'art. Mais après, ça a émergé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une configuration complètement différente. C'est-à-dire que les étudiants, même 5e année, quand je discute avec eux, moi je discute avec les étudiants d'année 4 et 5, donc en master art. D'abord, il s'agit de comprendre ce qu'ils font, comprendre le projet, mais ensuite de voir comment ils se projettent après. Donc voilà, j'y vais tout doucement. Est-ce que tu vas rester à Lyon l'année prochaine, etc. C'est vraiment lié à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, comment voilà, ces 5 années qui suivent le diplôme d'école d'art sont absolument fondatrices de comment ils vont développer les choses. Ok. Eh bien, Philippe, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pourrez retrouver les travaux, actualités et informations de Philippe sur son site philippedurand.fr ainsi que sur son Instagram Studio Philippe Durand. Merci beaucoup à Cyril et ses collègues du pôle audiovisuel qui nous accompagnent et nous accueillent au Centre Pompidou pour ce projet. Pour suivre les actualités de notre projet Sans Titre, ça se passe sur Instagram @sanstitre.cast. Sachez que vous pouvez également retrouver toutes nos anciennes interviews sur Spotify ainsi que sur YouTube. Un grand merci à Paul pour son aide précieuse dans notre projet, notamment sur les aspects du montage audio et vidéo. Un grand merci à Olivier Schloberg pour le générique. C'était Thibaut et Marceau. Bisous.